Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public. Je vais vous donner, selon la tradition, quelques nouvelles de notre petite entreprise. La lettre d'information de la semaine dernière vous a précisé les 9 sujets des 9 émissions thématiques d'été. Je reviendrai en détail dans la prochaine lettre d'information à la fin de cette semaine. Nous avons reçu plusieurs propositions de salles, dont 2 ou 3 qui sont à peu près de la taille du Zénith, ce qui est quand même une estimation flatteuse de notre auditoire. Et à propos de notre auditoire, sans doute vous demandez-vous qui ou où sont ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent. Eh bien, ils sont évidemment majoritairement en France, mais ensuite, ils sont aux États-Unis et notamment sur la côte ouest, où il y a beaucoup plus d'auditeurs qu'à New York, qui décidément est une ville en pleine décadence. Mais sur la côte ouest, nous avons sensiblement d'auditeurs, dont la plupart à San Francisco. Viennent ensuite les auditeurs de la Grande-Bretagne. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'aller rencontrer des auditeurs à Londres et je sais qu'ils ne sont pas tous uniquement des Français exilés provisoirement ou pas d'ailleurs, Brexit or not Brexit, à Londres. Et puis après la Grande-Bretagne vient la Suisse. Après la Suisse, la Belgique, c'est-à-dire les francophones, et puis enfin le Canada. Enfin, je dis enfin parce que nous avons aussi des auditeurs au Japon, nous avons aussi des auditeurs à Hong Kong, nous avons aussi des auditeurs à Moscou. Bref, le podcast permet d'avoir cette large variété d'auditeurs. Nous sommes par ailleurs partenaires, comme vous le savez, de l'hebdomadaire Le 1. Le 1 s'interroge cette semaine sur ce qu'il appelle le diktat de la dictée. Et comme l'écrit l'un des fondateurs de ce journal, Laurent Grelzamer, la dictée est tantôt une mythologie nationale heureuse, tantôt un marqueur social désespérant. Pour la mythologie heureuse, on goûtera le récit de Rachid Santaki, récit des dictées qu'il organise avec un étonnant succès, 1500 volontaires au Stade de France récemment, et il s'efforce d'en comprendre les motivations. Pour le marqueur social désespérant, on lira dans le récit d'Anne-Marie Guignard à quelle destruction de l'estime de soi peut conduire un usage inadapté, irréfléchi et disciplinaire de cette dictée. Donc notre lettre d'information, je vous l'ai dit, nous donnera cette semaine davantage de nouvelles de nos thématiques et de nos espoirs de pouvoir organiser un enregistrement public d'ici la fin juin. Et donc nous saurons assez rapidement quelle est la date du dimanche que nous consacrerons à une émission en public. Nous allons donc maintenant nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée, mais auparavant, nous remercierons les auditeurs, enfin quelques-uns des auditeurs qui nous ont soutenus, et je commence en citant Marc Lissant, Françoise Bonin, Vincent Mont-Saint-Jean et Frédéric Moll, à qui vont nos remerciements. Marc-Olivier Padis. J'ai le plaisir de remercier Bruno Jargot, Julien Robillard, Sylvain Blondel et Jean-Luc Gaget. Béatrice Gibelin. Pour moi, ce sera Christophe Delacrin, Laurent Bloch, Vincent Donato et Vincent Ayala. Nicole Niesotto. Jean-Michel Perrault, Pascal Tremblin, Frédéric Dellery et Bruno Patineau. Jean-Louis Bourlange. De mon côté, je salue Marc Masse, Benoît Guélocher, Françoise Watteau et Thierry Moutard. Je vous remercie. Il n'est pas nécessaire que je vous représente les invités avec lesquels nous allons nous efforcer d'éclairer quelques éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous commencerons par les conséquences des différentes décisions de Donald Trump. Lors de l'inauguration de la nouvelle ambassade des États-Unis à Jérusalem, de violents affrontements entre manifestants palestiniens et forces de l'ordre israéliennes ont fait plusieurs dizaines de morts. En reconnaissant la ville sainte comme capitale d'Israël, les États-Unis semblent légitimer le processus de colonisation des territoires arabes par l'État hébreu, et les Palestiniens ont toutes les raisons de craindre que cette décision ne ferme la porte à des négociations pour une solution pacifique à 2 États. Ce transfert a été largement critiqué par la communauté internationale et même par l'Arabie saoudite, qui s'est désolidarisée de la décision américaine, alors même que les 2 pays avaient récemment opéré de nouveaux rapprochements. De plus, ces nombreuses divergences sur la question israélo-palestinienne sont concomitantes de l'annonce par Donald Trump du retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien.
Alors que l'Iran temporise et n'a encore pris aucune décision définitive quant à un possible retrait de l'accord de sa part, ce revirement américain pourrait avoir de sérieuses conséquences sur l'économie et la politique intérieure du pays et sur le Moyen-Orient en général. L'actuel président iranien, Hassan Rouhani, est en effet la cible des conservateurs qui l'accusent d'avoir détruit une partie du potentiel nucléaire en signant l'accord de 2015 et d'avoir perdu un temps précieux alors que le pays aurait pu se doter d'une arme nucléaire depuis longtemps. Ainsi, débarrassé des différentes régulations prévues par l'accord, l'Iran serait désormais libre de développer une arme nucléaire, faisant craindre au monde une course à l'armement dans la région. La Chine et la Russie avaient d'ailleurs averti l'administration américaine de leur crainte de voir l'insécurité encore augmenter. Et en Europe, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont également désavoué la position américaine, entamant dans la foulée des discussions avec l'Iran pour sauver les termes de l'accord. Après son retrait de la COP21 et le relèvement des barrières douanières avec la Chine et l'Europe, cette dernière décision isole encore un peu plus Washington sur la scène internationale. Le 12 juin prochain, un sommet historique devrait réunir à Singapour Donald Trump et Kim Il-jung. Le leader nord-coréen a prévenu le président américain qu'il devra faire preuve de souplesse sur la question du programme nucléaire de son pays, au risque de voir l'annulation pure et simple de la rencontre. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Oui, décidément, Trump correspond maintenant au personnage qu'on redoutait lors de la campagne électorale américaine. Il fait ce qu'il a dit qu'il ferait. C'est le mur à la frontière mexicaine-états-unienne, c'est le retrait de l'accord climatique, c'est le retrait de l'accord de libre-échange avec le Pacifique, c'est je détricoterai tout ce qu'a fait Barack Obama puisque l'accord nucléaire était absolument honteux, inique, dangereux pour la sécurité des États-Unis. C'est-à-dire que, alors qu'on se glorifie toujours d'avoir des gens qui font ce qu'ils disent, ce qu'ils allaient faire quand ils allaient être au pouvoir, ben lui, il le fait. Ça nous semblait tellement invraisemblable qu'on pensait qu'une fois qu'il serait au pouvoir, on arriverait peut-être à le calmer ou son entourage arriverait à le calmer. Mais comme son entourage se radicalise, si au début on a eu effectivement autour de Trump quelques conseillers qui semblaient raisonnables, mais comme ils ne tiennent pas plus que 3 mois, 6 mois, et qu'au contraire on voit revenir des conseillers, je pense à Bolton à propos de l'accord nucléaire, on est dans une situation très, très préoccupante incontestablement. Ce qui reste la première puissance mondiale, tant sur un plan économique que sur un plan militaire, et aujourd'hui un bout de feu dans des situations qui sont déjà extrêmement tendues. Jérusalem, capitale, avec transfert de l'ambassade. Vous avez rappelé, Philippe, que l'Arabie Saoudite a dû se désolidariser. Écoutez, c'est quand même bien le moins que pouvait faire l'Arabie Saoudite, hein, et non pas applaudir des deux mains. C'est vraiment le service minimum du service minimum qui a été fait par les pays arabes. Pour ma part, j'ai été extrêmement frappée de la faiblesse des réactions des pays arabes face à cette annonce et à cette inauguration. Je vous rappelle que le gouvernement de l'Arabie Saoudite a fait une proposition dont on a très peu parlé aux Palestiniens, au fond de mettre leur capitale dans un village proche de Ramallah et de faire un trait sur Jérusalem. Donc il y a bien quelque chose dont les Israéliens profitent de façon éhontée et inique, appuyés par les États-Unis, c'est l'isolement des Palestiniens, qui sont seuls, et non seulement seuls, mais très divisés. Les manifestations qu'il y a eu, dont vous avez rappelé qu'elles avaient donné lieu à peu près une 60aine de morts et de jeunes hommes, alors que vous n'avez rien eu à Ramallah. Vous n'avez eu aucune manifestation à Ramallah contre l'installation de l'ambassade américaine à Jérusalem. Donc on a une situation palestinienne extrêmement grave, dans une division interne qui n'est pas récente, mais qui est extrêmement préoccupante, sans véritable leader, parce qu'il n'y en a plus pour le moment, avec un Hamas qui a mis une situation absolument dramatique de Gaza, et ce qui permet à Israël d'utiliser du rapport de force sans la moindre retenue. Alors, l'Iran. L'accord sur l'Iran. Pour moi, j'y vois une stratégie qui a des fins de géopolitique interne
tant pour Israël que pour l'Arabie Saoudite que pour les États-Unis. Est-ce que l'Iran est véritablement le danger majeur du Moyen-Orient ? Moi, je ne le pense pas. Je crois qu'on utilise et on met en scène la présence iranienne de bases possibles sur le Golan de la part d'Israël, des missiles balistiques. Mais il faut se souvenir que pendant la guerre Irak-Iran, les missiles sont tombés sur Téhéran plus d'une fois et que les Iraniens sont absolument convaincus que s'ils n'ont pas de missiles, ils seront toujours extrêmement vulnérables. L'Arabie Saoudite joue la menace iranienne comme une sorte de paranoïa qu'elle utilise, y compris dans son intervention au Yémen, parce que chacun sait qu'un ennemi d'autre très dangereux, c'est rien de tel pour essayer de souder une population qui a quelques tensions internes. Et dans le cas de Netanyahou et d'Israël, il est extrêmement important pour lui que l'ensemble des Israéliens le suivent sur le discours de la menace et de la sécurité sur Israël. Autrement, je pense que la situation de fracture de la société israélienne pourrait avoir des conséquences extrêmement importantes. Entre une population israélienne religieuse, intégriste, on va dire, basée sur Jérusalem et dans les colonies. Et puis une population israélienne laïque, ouverte, la nation des start-up. Je ne vois pas bien comment, sur un si petit territoire, ces deux composantes d'Israël, de la société israélienne, pourront continuer longtemps à vivre ensemble sans qu'il y ait l'idée de la menace extérieure. Donc, pour moi, l'utilisation de l'Iran, parce que j'y vois une utilisation, je ne vois pas un axe chiite maîtrisé. L'Iran n'en a pas les moyens. L'Iran est une économie encore très faible, n'a pas une armée extrêmement puissante, elle a un matériel très vieux, elle a besoin de tout renouveler. Je pense qu'on exagère la puissance de l'Iran, qu'on agite l'Iran. Je dis pas que ce soit des enfants de cœur, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais qu'on l'agite et que les fins à des fins de géopolitique interne. Et je finis là-dessus pour Trump. Il a des élections à mi-mandat, il tient son électorat, et je pense qu'on doit pouvoir lire une partie de sa politique extérieure en fonction de ses intérêts de politique interne. Autrement dit, la solution, c'est une solution à 3 États, si je comprends bien. Un État palestinien, un État juif orthodoxe ultra-conservateur et un État juif laïque. Nicole Lisoto, pardon. Oui, je partage l'analyse de Béatrice Gibelin sur la relativité de la menace iranienne, même si cette menace est quand même réelle par certains aspects, en particulier le soutien au terrorisme. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ces deux décisions, l'installation de la capitale à Jérusalem, de l'ambassade à Jérusalem et le retrait de l'accord de Vienne sur l'Iran, ces deux décisions, elles sont autonomes bien sûr dans leur mise en œuvre, mais elles sont liées par un seul élément qui est l'obsession iranienne de Donald Trump. Et c'est une obsession d'ailleurs américaine depuis 2003. Depuis 2003, les Américains ont compris que la destruction de l'Irak créait la puissance régionale de l'Iran, mais Donald Trump en fait beaucoup plus qu'un souci, une obsession, et en face de cela, il adopte une stratégie qui est essentiellement une stratégie israélienne. Moi, ce qui me frappe dans l'évolution de la diplomatie américaine, c'est l'inféodation de la première puissance du monde à la diplomatie israélienne sur le Moyen-Orient, y compris en répétant les choses les plus contestables, les mensonges les plus éhontés de la diplomatie israélienne sur les activités secrètes de l'Iran. Il y a des inspecteurs de la IEA en Iran tous les 3 mois qui confirment tous les 3 mois que l'Iran respecte l'accord, mais ça nous rappelle Colin Powell agitant le petit flacon d'armes chimiques aux Nations Unies. Et donc je crois qu'il y a vraiment la seule stratégie de Donald Trump qui puisse expliquer tout ça, c'est le choix simple de suivre le gouvernement israélien dans cette affaire. Et je trouve que, d'ailleurs, on peut remarquer, l'aide américaine à Israël a considérablement
considérablement augmenté, c'est 34 milliards de dollars sur les 10 prochaines années, c'est quand même énorme. Il a considérablement baissé l'aide américaine, en revanche, au soutien de l'UNRWA, c'est-à-dire l'Office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, qui est passé de 300 millions d'euros par an à 60 millions. Donc il y a quand même quelque chose d'extrêmement cohérent dans la diplomatie de Trump. Et alors je crois qu'il faut, en particulier d'un point de vue européen, en tirer les conséquences. Je crois qu'il y a 3 conséquences. Premièrement, Donald Trump viole le droit international, donc l'Amérique n'est plus le défenseur du droit international. Sur Jérusalem, la position américaine est en contradiction avec toutes les résolutions des Nations Unies, notamment la 267 de 84, sur le fait que le règlement de Jérusalem se fera au terme d'un accord négocié entre les Israéliens et les Palestiniens dans le cadre de 2 États. Deuxièmement, sur l'Iran, il contredit, il se retire, il met à mal un accord qui a été un accord des Nations Unies, des 5 membres permanents plus l'Allemagne, et qui a mis presque 10 ans à être négocié. Donc la première puissance du monde considère que le droit international n'est plus le socle du système, et il conforte ainsi toutes les violations des autres par rapport au droit international, et en particulier les violations de la politique israélienne. J'ai le regret de dire que, aussi bien sur les territoires occupés que sur Jérusalem, Israël est constamment en contradiction avec les résolutions des Nations Unies, et que quant aux activités nucléaires clandestines, s'il y a un pays qui a des activités nucléaires clandestines dans la région, c'est quand même Israël. C'est pour ça qu'ils se méfient. Voilà. Ils savent comment on fait. Deuxièmement, cette politique brise les alliances. Au niveau de l'Alliance Atlantique, alors là, on voit que les Européens ont réagi différemment. Sur Jérusalem, on s'est divisé. Il y a 4 pays européens qui sont allés à la cérémonie d'inauguration de l'ambassade américaine. Ces 4 pays étant la Roumanie, la République tchèque, la Hongrie et l'Autriche. Et 2 de ces pays, d'ailleurs, la Roumanie et la République tchèque, ont dit que peut-être un jour ils feraient la même chose, mais sans que cela ait des conséquences pour l'instant. En revanche, sur l'Iran, les Européens, pour l'instant, sont très unis. Alors on verra ce que donnera les résultats vraiment du Conseil européen de Sofia aujourd'hui. Mais il y a, face à ce président américain qui casse vraiment les accords de base, il y a une unité, en particulier entre la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. C'est assez rare pour être noté que même avec le Brexit, les 3 grandes puissances politiques de l'Union européenne sont d'accord pour maintenir l'accord avec l'Iran, peut-être en aidant les entreprises et de s'aligner avec la Russie et la Chine. Et donc on voit très bien que Trump est en train de changer peut-être complètement les alliances traditionnelles, et que la mondialisation finalement peut-être continuer sans l'Amérique. Troisième point, non seulement il détruit le droit international, il brouille les alliances, et vous avez bien parlé effectivement des Saoudiens qui sont quand même gênés aux entournures sur cette affaire, mais il attise les guerres. Je crois qu'on peut craindre 4 choses, et je les cite simplement parce que je n'ai pas le temps. Une nouvelle intifada, parce que 60 morts en un jour, ça présage du pire. Une réaction en chaîne en Iran, avec peut-être le renversement du gouvernement, entre guillemets, modéré, le retour des conservateurs et donc la reprise de la prolifération nucléaire, un retour du terrorisme, à la fois anti-américain, mais surtout, je crois que là, il y a un tour de passe-passe des Américains, nous faire croire que l'Iran est le seul responsable du terrorisme, alors que nous, Européens, nous sommes victimes du terrorisme sunnite et non pas chiite. C'est le terrorisme intégré sunnite, financé par l'Arabie Saoudite, et dernièrement, le retour d'une masse de réfugiés en Europe. Marc-Olivier Padis. Comme l'ont dit Béatrice et Nicole, on voit effectivement la conséquence principale des décisions de Trump, c'est de mettre à mal le système multilatéral international qui vivait tant bien que mal, qui est un système imparfait, mais qui avait quand même abouti à au moins des concertations, des accords, du dialogue au lieu de la confrontation directe. Et on voit se dessiner un axe assez étrange, États-Unis, Israël, Arabie Saoudite. Alors l'alliance, disons, qui reste implicite, formelle entre Israël et l'Arabie Saoudite est quand même quelque chose d'assez surprenant. Mais il y a 2 points communs dans cette alliance. Le premier, c'est l'influence des religieux sur les choix politiques dans les 3 pays, avec des cas très différents, puisque aux États-Unis, c'est des millénaristes protestants, en Israël, c'est des orthodoxes, et en Arabie Saoudite, c'est des sunnites, c'est des clercs sunnites. Mais les 3, c'est des rigoristes, dans le fond, qui cherchent à peser
peser sur des choix politiques et qui y arrivent. Et puis le deuxième point commun, c'est le choix radical de l'unilatéralisme, c'est-à-dire un nationalisme qui ne veut pas être pris par des décisions qui ne veulent pas être plus précisément liées par des accords internationaux. Alors c'est un peu un des axes de la politique de Trump, et de fait, les Européens se retrouvent, comme l'a dit Emmanuel Macron dans son discours à Aix-la-Chapelle, co-dépositaires maintenant de ce legs du multilatéralisme international qui est délaissé par les États-Unis. Reste à savoir si les Européens peuvent relever ce défi, c'est une autre question. Alors, ce qui est très étrange dans l'attitude de Trump, c'est que quand même ce multilatéralisme international est ce qui a permis d'asseoir la puissance américaine à l'échelle internationale depuis la Deuxième Guerre mondiale, et donc de vouloir revenir là-dessus, c'est quand même un peu jouer contre son camp. Bon, on sait qu'il y a eu toujours aux États-Unis, il y a les deux tendances, il y a la tendance internationaliste et isolationniste, et qu'il y avait un mouvement de balancier un peu, on passe de l'un à l'autre, etc. Ce qui est étrange avec Trump, c'est qu'on a l'impression que les deux tendances jouent en même temps. Alors, parfois, c'était le président internationaliste et le Congrès plutôt isolationniste, mais là, c'est dans le même homme. C'est-à-dire qu'il est lui-même à la fois isolationniste et internationaliste. Parce que, je veux dire, les décisions qu'il prend sont contradictoires. On voit bien que dans le cas de la Corée du Nord, par exemple, ce qui était intéressant, c'est que le fait de rentrer de changer de pied complètement, de surprendre tout le monde et de proposer des négociations avec la Corée du Nord, ça supposait une rupture fondamentale avec le postulat de la politique étrangère américaine, qui est qu'il fallait d'abord un changement de régime en Corée du Nord. Et donc de dire non, maintenant on reconnaît le dirigeant nord-coréen comme un interlocuteur, ça veut dire qu'on n'attend plus qu'il change. Et on voit bien pourquoi c'est bienvenu, c'est que l'idée de changer de régime a provoqué la catastrophe en Irak avec l'intervention. Il s'agissait de redessiner un nouveau Moyen-Orient qui serait baigné dans la démocratie et la prospérité économique. On voit où on en est. Et alors, ce qui est très ambigu sur la décision iranienne, c'est dans le fond, est-ce que c'est un retrait, un repli isolationniste en disant c'est un traité international, moi je veux pas être lié par les traités internationaux, ce qui est la position classique des isolationnistes américains, donc je me retire? Ou est-ce que c'est une manière, parce qu'on rétablit des sanctions et même on durcit les sanctions, de faire pression sur le régime iranien pour le faire tomber? Donc est-ce que c'est de l'isolationnisme, on se retire, ou est-ce que c'est une offensive sur le thème on veut changer le régime à Téhéran, ce régime est mauvais, etc. Donc est-ce qu'on reste dans le messianisme guerrier qui était celui de Bush Junior? Moi je ne sais pas. À ce stade, il y a un peu les deux qui sont possibles en même temps. Et donc, on est un peu perplexe devant cette situation américaine, donc qui va avoir des conséquences aussi bien sur l'Iran. Enfin, ça, je suis complètement d'accord que l'Iran aujourd'hui est très largement en ligne de mire des Américains. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je trouve que tout cela est extrêmement grave, extrêmement préoccupant, pour les Européens en particulier. Je crois qu'il ne faut pas simplement se focaliser sur Trump, il faut aussi voir les conséquences pour nous. D'abord, je trouve que les Américains abusent. Ça fait 2 fois, depuis le début du siècle, qui prennent des décisions vraiment inconsidérées sur le Moyen-Orient. Ça a été la guerre d'Irak, qui consistait à punir le faux coupable, puisque jamais Saddam Hussein avait tous les vices de la terre, mais certainement pas celui d'avoir provoqué la chute des Twin Towers. Et on a créé un désordre indescriptible au Moyen-Orient avec cette intervention américaine en Irak. Et maintenant, on recommence dans un Moyen-Orient qui a été jusqu'en 1918 sous le contrôle des Turcs, qui a été entre les deux guerres sous le contrôle, avec des rivalités bien sûr, franco-britanniques, qui a été après la guerre sous le contrôle, dans un climat de guerre froide, mais de relative stabilité américano-soviétique. Depuis la fin de la guerre froide, c'est une pagaille indescriptible, personne ne se reconnaît dans rien. Est-ce que la bonne idée, c'est de dire, je vais ajouter des éléments importants de déstabilisation, et on en a 2 massifs, avec l'opération de l'ambassade, qui relance un débat qui était plutôt en train de se refroidir, une confrontation entre la Palestine et Israël, et cette
affaire iranienne qui est absolument terrifiante. Alors, quels sont les buts sur l'Iran? Je ne parlerai pas, vous en avez parlé très bien, de Jérusalem, mais sur l'Iran. Quelles sont les options? En réalité, il y en a deux, potentiellement. Il y a, on va empêcher l'Iran de s'armer nucléairement. On ne croit pas à la sincérité de ses engagements. Donc on va... Bon, ça c'est une option illusoire. On l'a bien vu. On l'a bien vu d'ailleurs par l'exemple précédent de la Corée. On l'a bien vu parce que, moi je me rappelle très très bien les rapports qu'on pouvait lire sur ce que disait l'armée israélienne, qui est une armée qui a peut-être plus de le sens des rapports de force que M. Netanyahou, qui disait « Nous n'avons pas la possibilité, face à un immense pays comme l'Iran, de faire autre chose par des frappes que de retarder de quelques années le mouvement. Nous n'avons pas la possibilité de barrer la route au réarmement nucléaire de l'Iran. Et sinon, il faut s'engager dans une guerre massive avec un énorme pays, ce qui est tout à fait contraire à ce que veut Trump, puisqu'il proclame l'inverse, et ce qui est tout à fait contraire à tout réalisme. On ne va pas relancer une guerre massive au Moyen-Orient. Donc cette option est fermée. Deuxième option, est-ce qu'on veut faire changer le régime? Il est évident que là, c'est une illusion. Nous savons très bien ce que des mesures de cet ordre provoquent. Nous avons deux précédents intéressants, Cuba et la Corée du Nord. Ce genre de choses produit les embargos, tout ce qu'on va mettre en place en Iran, produisent invariablement le même résultat, c'est-à-dire un renforcement de l'aile la plus dure des dirigeants du pays sur le dos d'un peuple qui est profondément appauvri et qui subit, lui, les conséquences directes de ces mesures. Donc, on va effectivement décrédibiliser les modérés. Les modérés iraniens, c'est un peu oxymorique, il faut reconnaître. Mais enfin, les modérés iraniens, ça a une réalité quand on les compare à ceux qui ne sont pas les modérés iraniens. Là, on voit, ah oui, c'est quand même mieux. Bon, eh bien donc, on va avoir un durcissement et quelque chose donc ça n'a aucun intérêt. Donc, on est vraiment dans une situation avec une politique qui n'est pas, comme Raymond Aron aimait beaucoup cette expression américaine, il le reprochait au général de Gaulle le même défaut, une diplomatie qui n'est pas goal-minded, qui n'est pas centrée sur des objectifs précis, mais qui s'exprime dans une gesticulation électoralement avantageuse, qui est autre chose. Alors, troisième élément qui est très important, c'est l'Occident. Là, je crois quand même qu'on est, et pour l'Europe, la chose est terrifiante, Nous sommes, si nous résistons, ce que nous ne ferons pas, si nous résistons, mais on a affirmé des velléités, ça veut dire qu'on brise, on réalise le cauchemar qui était celui de Georges Pompidou, qui disait l'Allemagne va se rapprocher de la Russie, les États-Unis. Le cauchemar de Pompidou dans les années 70, c'était que les États-Unis, c'était un cauchemar pas gaulliste du tout. Ça c'est très bien analysé par Georges-Henri Soutou dans un certain nombre de livres, que les États-Unis se retirent d'Europe. Là, nous allons potentiellement, la coalition de la résistance à cette manœuvre américaine nous met dans une position d'alliance avec l'Iran, avec la Russie et avec la Syrie. Et en position face à une alliance qui est celle des États-Unis, d'Israël et de l'Arabie Saoudite. C'est donc vraiment, pour le système occidental, c'est une véritable luxation. C'est-à-dire, on sort de notre ère traditionnelle et évidemment, ça bloque. Alors, Madame Merkel a dit, il faut s'habituer, elle a dit à Rennes l'autre jour avec sa chapelle, elle a dit, il faut s'habituer à vivre dans un monde où nous ne sommes pas sans les États-Unis, mais vivre sans les États-Unis pour Madame Merkel, c'est sans doute d'abord se rapprocher de la Russie. C'est donc faire exactement ce que la diplomatie, on n'en sait rien, ou ne rien faire du tout, mais sans doute se rapproche, ouais, parce que Madame Gibelin fait des dénégations de la tête que j'exprime pour nos auditeurs. Elle va avoir l'occasion de faire des dénégations de la langue. On a une situation qui est que et on va à la fois céder aux Américains. Là, on sait très bien que économiquement,
on ne peut pas exporter des choses qui comportent des composantes américaines, on ne peut pas faire des transactions en dollars, on ne peut pas exporter à la fois, c'est ça le cadre que définissent les Américains, exporter à la fois en Iran et aux États-Unis. Alors regardez ce que vend Renault par exemple, ou Total en Iran ou aux États-Unis, c'est évidemment, l'arbitrage est vite fait. Donc on va avoir à la fois un arbitrage économique honteux et en même temps une tentation de dérive vers l'Est. Et tout ça pour le bénéfice des Chinois. Je crois que M. Tusk, le président du Conseil européen, avait raison de dire que en parlant des États-Unis, avec des alliés comme ça, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Béatrice Gibel. Oui, je pense que cette illusion, et pour moi j'ai du mal à en avoir l'explication, de cette volonté absolument de faire chuter le régime iranien de la part des États-Unis depuis 1979 et l'humiliation des otages américains dans l'ambassade américaine et qui a duré presque 2 ans. Donc est-ce que c'est cette humiliation-là qui fait qu'ils veulent absolument faire tomber ce régime ? Parce que c'est quand même étonnant, cette permanence dans la politique américaine, sauf le petit moment d'Obama où il a réussi à négocier cet accord nucléaire, m'interroge. Parce que la puissance de l'Iran, je le redis, n'a rien d'absolument majeur. C'est un grand pays, c'est 80 millions d'habitants, mais sur le plan militaire, même si on a des passedarans qui savent se battre, et on l'a vu en Syrie, c'est loin de pouvoir vraiment mener de très très grandes offensives. Sa flotte, c'est pour ainsi dire rien. Son état d'armée aérienne, c'est là aussi très très en retard. Avec toutes les sanctions, ils ont bien du mal à acheter un certain nombre d'avions performants. Donc je m'interroge véritablement sur cette utilisation, si vous voulez, de l'Iran et cette détestation véritablement de l'Iran. Et en revanche, les conséquences de la position de Trump pour l'Europe, celles-là, elles sont extrêmement lourdes, extrêmement importante. Non seulement sur le plan économique, et tout le monde se souvient des sanctions sur BNP Paribas, c'est tout le jeu des aides des banques en dollars qui ne va plus être possible. Alors c'est pas seulement le seul problème de l'Iran, parce que l'économie iranienne, c'est franchement pas grand-chose. Et comme l'a dit Jean-Louis Bourlange, il est évident que le calcul, il va être vite fait. On va pas lâcher tout le marché américain pour le marché iranien. Voilà. Et d'ailleurs, les Iraniens sont très conscients parce qu'ils ont dit de toute façon, on ne pourra pas compter dessus, on ne pourra pas compter sur l'Europe. Ce n'est pas vrai, ils choisiront les États-Unis. Et c'est là où on est effectivement dans cette situation de dépendance et où l'impérialisme économique américain marche à plein régime. À plein régime, nous sommes pieds et poings liés d'une certaine façon avec le dollar qui reste la monnaie des affaires. Et l'euro, avec ces crises, je pense à celle de la Grèce par exemple, ne suscite pas la confiance pour se dire, au fond, on va choisir l'euro, on va diversifier, voilà. Et la question que je me pose, c'est pourquoi Trump, parce que c'est les Européens qui vont sans doute trinquer le plus avec les sanctions globalement, pourquoi Trump fait-il un boulevard à la Chine de cette façon-là ? C'est au fond la Chine qui va être la grande puissance. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il joue ça ? Parce que c'est nous les Européens, et là, moi, je rejoins Jean-Louis Bourlange, c'est nous qui sommes, à mon avis, aux premières loges de la fragilité. Mais l'Europe n'est pas un État, la Chine est un État. L'Europe n'est pas un État, et il faut toujours s'en souvenir. Nicole Lisato. Juste en réponse à pourquoi, il y a une chose, vous l'avez dit, l'humiliation. Oui. L'humiliation, qui est une puissance électorale, en fait. Oui. L'humiliation de 79, et il y a un précédent. C'est le départ du Vietnam. Le départ du Vietnam a été considéré comme une insulte profonde et ça a conduit les Américains, avec les Chinois, à soutenir indéfiniment et de façon incroyable les Khmers rouges au Cambodge, parce que les Khmers rouges au Cambodge, c'était les ennemis des Vietnamiens. Et c'était quand même aberrant de voir le Pol Pot, le régime génocidaire de Pol Pot, en fait, soutenu à l'ONU partout, avec la Chine, soutenu par les Américains. Nicole Lisato. Oui, sur ce régime change, justement, je crois que
l'humiliation joue sans doute un rôle, mais encore une fois, si mon analyse est que simplement Trump a décidé de coller à la vision israélienne du Moyen-Orient, on comprend très bien cette volonté de détruire le régime iranien. Vous l'avez compris, je ne défends pas du tout la politique israélienne, mais quand on regarde, vu de Tel Aviv, l'Iran a considérablement conforté sa puissance au Liban. Au Liban, oui, ils viennent de gagner les élections, conforter sa position en Syrie. Ils ont maintenant au moins 6 ou 7 bases militaires qu'ils n'avaient pas auparavant. Et donc, de la part d'Israël, voir des bases militaires à sa frontière, c'est effectivement très inquiétant. Moi, je crois que si il y a 2 raisons pour lesquelles les Américains veulent faire tomber le régime iranien. La première, c'est que c'est un régime modéré, qu'ils ont intérêt à avoir un régime conservateur pour que ce régime conservateur sorte lui aussi du traité, reprenne la prolifération nucléaire et qu'il y ait donc une raison juridique d'attaquer militairement l'Iran, mais non pas des États-Unis, mais que Israël puisse attaquer militairement l'Iran. Ça, je crois à cette option de la part des durs israéliens. Et la deuxième raison, c'est que détruire l'Iran, c'est une façon de mettre fin à l'erreur irakienne de 2003. L'Iran est une créature de l'intervention américaine en Irak. L'Iran n'existait pas. Il y avait un équilibre entre l'Irak et l'Iran. Depuis la destruction de l'Irak, par une série de vases communicants, l'Iran est devenu la puissance régionale, la puissance qui inquiète Israël, et que donc détruire l'Iran, c'est une façon d'achever la guerre de 2003. Un tout petit mot sur les Européens. Je suis complètement d'accord pour dire que c'est un acte d'hostilité vis-à-vis des Européens. C'est pas simplement qu'on va subir les conséquences. C'est un acte d'hostilité, c'est une déclaration de guerre à la position des Européens sur le droit international, et c'est un acte d'hostilité aux entreprises européennes qu'il attaque par ailleurs, indépendamment de l'Iran, en remettant des mesures protectionnistes sur l'acier. Donc il y a vraiment une stratégie anti-européenne, et je dirais même anti-allemande, de la part de Donald Trump. C'est précisément de l'Europe que je vous propose de parler maintenant, et même de l'Union européenne, au milieu de ces épreuves. En recevant le 10 mai dernier à Aix-la-Chapelle le prix Charlemagne des mains d'une ancienne lauréate, Angela Merkel, Emmanuel Macron a prononcé son 4e discours sur l'avenir de l'Europe depuis qu'il est président, exhortant à construire sans attendre l'Union européenne post-Brexit. S'adressant à la chancelière allemande, le président français a déploré le fétichisme perpétuel pour les excédents budgétaires et commerciaux de l'Allemagne et la frilosité française concernant la modification des traités actuels. Emmanuel Macron s'est engagé à établir une feuille de route des réformes discutées avec Berlin avant le Conseil européen de juin, déclarant « Ne soyons pas faibles et ne nous divisons pas ». Pourtant, malgré la remontée d'une croissance estimée à 2,4%, malgré une amélioration de la situation de l'emploi et les progrès de l'idée d'une défense commune, la situation politique de l'Europe reste complexe. Angela Merkel est confrontée à un début de mandat difficile, fragilisé par les faiblesses de la coalition SPD-CDU au pouvoir. Sur la question migratoire, la coopération européenne s'érode face à l'avancée des populismes illibéraux et xénophobes. La Hongrie de Viktor Orban, la Pologne de Jarosław Kaczynski et la République tchèque d'Andrej Babis, freinant encore un peu plus les velléités de relance européenne. Mais l'euroscepticisme s'étend désormais aussi aux pays de l'Ouest. En Autriche, l'extrême droite europhobe a récemment fait son entrée au gouvernement, et en Italie, la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles ont remporté les dernières élections. Concernant les réformes à venir, celles de la PAC, de la zone euro ou du budget commun, l'Europe des 27 peine également à s'entendre à Bruxelles, même au sein du couple franco-allemand, où les divergences d'opinion sont nombreuses. Mais face à la politique de Donald Trump, l'Europe pourrait bien être obligée de parler d'une seule et même voix, Angela Merkel allant jusqu'à déclarer « Le temps où l'on pouvait compter tout simplement sur les États-Unis pour nous protéger est révolu ». En effet, entre les menaces de lourdes sanctions économiques dont nous venons de parler et le récent retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien dont nous venons de parler également, les puissances européennes sont restées unanimes face à ce que le New York Times a qualifié d'humiliation dont nous venons de parler également.
sur cette question, Jean-Louis Bourlanges. On a donc tout traité, c'est bien. On n'a plus beaucoup de temps, c'est formidable. Moi, je partirai de la politique d'Emmanuel Macron. Je dois dire que j'ai toujours regardé sa politique européenne depuis le début avec un mélange sans doute excessif d'ailleurs au départ d'enthousiasme sur la conjoncture en pensant qu'effectivement on pourrait faire de grandes choses en Europe à partir du moment où on éliminait les oppositions sur la zone euro, ce qui était le cas, avec un mélange d'admiration et une assez grande perplexité devant notamment le discours de la Sorbonne. Je suis, je crois, un des seuls partisans d'Emmanuel Macron à avoir estimé que ce discours n'était pas vraiment clarificateur et posait beaucoup de problèmes. Tous mes amis fervents pro-européens m'ont dit « mais c'est pas possible, on a enfin un chef d'État qui a de la langue, qui va vers l'Europe ». Et moi, je trouve qu'il y avait dans cette affaire-là à la fois une erreur de diagnostic à la base et une erreur de priorité. L'erreur de diagnostic, c'est un peu un certain nombre de gens, dont mon ami Sylvie Goulard, qui pense depuis toujours que en Europe, l'Allemagne veut aller de l'avant et que c'est la France qui traîne les pieds. Ce n'est pas exact. La France ne traîne pas les pieds, la France est incohérente, comme elle l'a toujours été. Elle est pour l'Europe les jours pairs, contre l'Europe les jours impairs. Ça dépend, nous sommes un peuple frivole, désinvolte, mais en même temps, nous avons des réserves d'enthousiasme pour l'Europe qui se sont exprimées d'ailleurs autour de ce discours de M. Macron. Mais en revanche, l'Allemagne, elle, depuis la réunification, est pour le statu quo. Elle n'est pas contre l'Europe, loin de là, mais elle trouve que c'est bien ainsi, que l'équilibre qui est atteint est parfait et qu'il ne faut pas bouger. Donc, le calcul d'Emmanuel Macron a été, puisque la France, je deviens président de la République, donc la France cesse d'être allergique à l'Union européenne, toutes les conditions sont réunies pour qu'on aille de l'avant. Pas du tout. La France propose des choses, mais l'Allemagne elle est partisane du statu quo. Deuxième erreur, erreur, c'est l'angle. Emmanuel Macron a mis dès le départ, et il n'a pas rétropédalé suffisamment à la Sorbonne, l'accent sur la gouvernance de la zone euro. La gouvernance de la zone euro, c'est un grand sujet. Mais il faut voir que sur ce point, d'abord, il n'y a pas trop d'urgence, parce que ce qui a été fait par Sarkozy, par Hollande, par Merkel, au cours des dernières années, ça a quand même pas mal colmaté les brèches, et d'autre part que tant que nous n'aurons pas vraiment engagé le redressement financier, budgétaire, la maîtrise de nos dépenses publiques, nous ne serons pas crédibles. Nous avons suffisamment menti aux Allemands pour que personne ne puisse nous croire. Donc se lancer sur ce terrain-là, c'était s'exposer à des rebuffades qu'on a eues du côté de l'Europe du Nord. Et évidemment, de Madame Merkel, comme on vient de le voir, les Allemands ne sont pas sur cette ligne. Je crois qu'on aurait dû aller beaucoup sur un autre terrain, qui était le terrain de l'Europe régalienne, où là nous sommes crédibles, parce que nos efforts militaires sont importants, nos engagements militaires sont importants, nous avons apporté des choses, nous devons réformer Schengen, réformer le droit d'asile, nous devons, et Macron l'a proposé, c'est une très bonne initiative à Strasbourg, donner des fonds communautaires aux communes qui intègrent des populations, des populations, des demandeurs d'asile, ce qui permet à la fois de servir les Italiens et les Allemands, de ne pas servir ceux qui n'en accueillent pas, c'est-à-dire les Hongrois et autres, ce qui est donc à la fois moral et favorable à la cohésion Nord-Sud. On n'a pas fait ça. Donc on est dans une situation très difficile. Deuxième option, deuxième problème, et il est terrible. Alors, le problème iranien, nous avons quand même une gesticulation assez bizarre, parce qu'on a donné une illusion volontariste. On a donné d'un premier temps l'illusion volontariste qu'on pourrait faire changer Trump d'idée. Or, personne ne peut nous reprocher de ne pas y avoir réussi, mais on peut nous reprocher d'y avoir cru. Et deuxièmement, l'illusion qu'on allait résister, qu'on allait faire changer. Or, là, on voit bien que nos partenaires ne nous suivront pas
pas dans une résistance. Troisième problème, je termine, le plus grave, c'est celui de la démocratie illibérale en Europe de l'Est, qui ne touche pas seulement l'Europe de l'Est, mais qui atteint l'Europe centrale, qui atteint l'Autriche, qui atteint la Bavière, qui atteint l'aile droite de la CDU, et qui mine en profondeur l'essence du projet européen. Donc l'Europe est vraiment en très grande difficulté aujourd'hui. Nicole Nisotto. Oui, moi je suis d'accord avec cette analyse de la gravité de la crise européenne depuis une décennie, depuis 2008, mais avec d'abord quand même deux paradoxes. Le premier paradoxe, c'est que l'Europe va mal partout, sur les réfugiés, sur le terrorisme, sur la gouvernance de la zone euro, sur le franco-allemand, tout va mal. Il y a un point qui marche relativement bien, et c'est celui paradoxalement où la crise avait commencé, c'est la situation économique. Depuis 2016, tous les pays européens ont retrouvé le niveau de vie qui était le leur avant la crise, et les perspectives de croissance, vous l'avez dit Philippe, sont très bonnes, 2,4% pour l'année 2018. Et donc ça, c'est quand même un paradoxe. Le déclenchement de la crise, la situation économique est devenue aujourd'hui la seule chose qui marche à peu près en Europe. Mais comme l'Europe n'est pas communiste, ça ne suffit pas pour que les opinions s'enflamment de nouveau pour un amour inconsidéré de l'Union européenne. Et le deuxième paradoxe, c'est que on a l'impression que la mort annoncée de l'Europe, avec toute l'accumulation de toutes ces crises, n'est jamais au bout de la chronique. C'est-à-dire, ce qui est frappant, c'est à la fois l'accumulation de ces crises potentiellement mortelles pour la construction européenne, et en même temps la capacité de résilience extraordinaire de la construction européenne. Et donc ça, je crois qu'il faut aussi le noter. Maintenant, quand on regarde, si on essaie de faire un bilan aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même 3 défis majeurs que les Européens doivent relever. Le premier, on en a déjà parlé dans la première partie de cette émission, c'est le défi de l'ami américain, qui est donc le défi de l'autonomie, de la souveraineté de l'Union européenne sur la scène internationale. Je ne développe pas, mais il y a une espèce d'heure de vérité des Européens de savoir s'ils vont investir dans tous les sens du terme, financièrement, politiquement, pour se démarquer des éventuelles errances de la diplomatie américaine. Le deuxième défi, c'était la fin de l'intervention de Jean-Louis Bourlanges, c'est effectivement le populisme, c'est-à-dire le défi de la démocratie, et ça je crois que c'est effectivement la crise majeure de l'Union européenne. Il y a quelques années, quand on parlait de l'avenir de la démocratie, on pensait l'avenir de la démocratisation des pays émergents. Est-ce que la Chine allait devenir démocratique? Est-ce que les pays émergents, etc., etc. Aujourd'hui, la question de la démocratie, c'est pas la démocratisation de la Chine. Est-ce que l'Italie va le rester? Voilà, c'est l'avenir de la démocratie dans les vieilles démocraties européennes. Et ça, c'est autrement plus grave. Et là, je constate effectivement que la France est seule quand même à tirer la sonnette d'alarme. Moi, j'ai trouvé que la référence d'Emmanuel Macron au somnambule, c'est-à-dire cette espèce de cécité des Européens vis-à-vis de cette montée de l'europhobie, de la xénophobie, du populisme et de l'extrême droite, est extrêmement grave. Ce qui est encore plus grave, c'est le silence des institutions européennes pratiquement sur ces questions. Et ça m'amène à mon troisième défi, et peut-être que là, Jean-Louis Bourlanges ne sera pas tout à fait d'accord. Je crois que le troisième défi de l'Union européenne, c'est celui de la gouvernance, et c'est le défi de l'illégitimité. Et là, je vais critiquer les institutions européennes, en particulier la Commission européenne, qui continue, si je puis me permettre, comme en 40, comme si le monde n'existait pas. Je rappelle les quelques décisions récentes. Au mois d'avril, d'annoncer qu'on pouvait commencer les négociations éventuelles avec la Macédoine et l'Albanie d'élargissement, alors que l'ensemble des opinions publiques sont contre la poursuite de l'élargissement. Quelques jours après, ouvrir un accord de libre-échange, préparer un accord de libre-échange avec l'Australie, alors que l'ensemble des accords de libre-échange, aussi bien avec le Canada qu'avec les États-Unis, là encore, fait partie des hostilités majeures des opinions publiques au projet européen. Le coup d'État de M. Juncker pour la nomination du secrétaire général de la Commission, qui est passée comme malgré tout grâce au PPE comme une lettre à la poste au Parlement, l'incapacité de la Commission de résister aux lobbies agricoles sur le glyphosate et autres pesticides, et j'ajouterais la complicité du PPE dans toutes ces affaires, en particulier la complicité du PPE sur le non-condamnation de la Hongrie, sur la non-conditionnalité des fonds aux pays qui ne restent pas que la démocratie. Autrement dit, il ne faut pas s'étonner que les opinions européennes se détournent à ce point de l'Europe, si les institutions européennes, en particulier la Commission, accumulent des décisions qui sont complètement déconnectées. Vous critiquez l'Allemagne, vous ne critiquez pas... Attendez, derrière la Commission, c'est l'Allemagne. Je termine.
termine. Peut-être, mais ce qui est certain, c'est que ce que les opinions voient, c'est une commission européenne qui prône exactement ce que les opinions ne veulent plus, c'est-à-dire l'élargissement et le libre-échange ultralibéral inconditionné. Je termine sur la France, et là je vais peut-être vous rejoindre Jean-Louis. C'est vrai qu'Emmanuel Macron est extrêmement isolé. Il est isolé sur le plan de la réforme de la zone euro, il est isolé sur l'alerte vis-à-vis de la démocratie, et sur le plan international, il a beau se démener beaucoup, il n'arrive pas à produire des résultats parce que Trump est un être insaisissable. Quelle pourrait être la stratégie de la France dans cet égard ? Je crois qu'il y en a deux. Soit il continue la stratégie du meilleur élève, il se réforme à l'intérieur, il s'agite sur le plan international pour avoir une espèce de crédibilité nationale à revendiquer le leadership européen, mais on voit qu'on arrive quand même aux limites. Soit l'autre stratégie, c'est la stratégie du coup de poing. Alors je ne dis pas d'aller jusqu'à la stratégie de la chaise vide, mais de la crise avec l'Allemagne, qui, effectivement, sur la zone euro, et qui, sur la mainmise qu'elle a sur le PPE, est en train de bloquer toute la démocratie européenne. Et je termine en disant, moi je suis d'accord pour qu'on arrête cette idée que c'est le PPE et les partis politiques qui nomment les prochains présidents de la Commission européenne. La stratégie de la chaise vide, c'est Jupiter maniant la foudre d'escampette. Si dans une réunion à laquelle j'ai participé, Valéry Giscard d'Estaing disait « il faut ouvrir une crise institutionnelle ». Oui, moi je Béatrice dis les deux. Oui, une fois qu'on a ouvert la crise, on ne sait jamais après comment ça se passe et comment on peut la fermer. Donc moi je serais plus prudente que ça. Non, je pense à une formule de Cohn-Bendit qui était « l'Europe n'a aucune chance, mais on va la saisir ». Voilà. Et je pense qu'on est à ce moment-là qui est extrêmement important. Il faut savoir quand même, et il faut rappeler, je vais me faire un peu l'avocat du diable et moins pessimiste que mes deux interlocuteurs d'abord, que les États ont choisi de rejoindre l'Europe. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la situation d'un empire qui exerce son leadership sur un grand territoire. C'est volontairement qu'on a rejoint l'Europe. Alors, les Anglais s'en vont, bien sûr. Je ne vois pas Viktor Orban ou Babis ou qui que ce soit décider de quitter l'Europe. Donc, on peut jouer à se faire peur. Et oui, et quand on verse quelques milliards dont on a bien besoin, c'est difficile de s'en aller. Je redis que si Orban fait des déclarations, nous n'acceptons pas les quotas, les 1500 qu'il devait accueillir sur les quotas imposés, il les a accueillis. Bon. Donc, entre certaines postures et certains discours et la réalité, il y a, à mon avis, de la marge. Bien. Donc, et puis, il y a un élément qui rentre en jeu, c'est l'attitude des États-Unis. C'est-à-dire cet allié qui assure notre défense, avec lequel on fait des affaires extrêmement importantes, qui nous aide dans notre niveau de vie. Voilà que cet allié nous fait défaut. Et non seulement nous fait défaut, mais nous met dans une situation qui va nous fragiliser. Je pense qu'il faut pas négliger non plus ce que ça peut représenter pour un certain nombre de pays. Et je crois que d'une certaine façon, Trump, en continuant cette politique qui fragilise l'Europe, peut contribuer peut-être aux Européens à se dire « Oh là là, mais il faudrait peut-être qu'on compte quand même beaucoup plus sur nous qu'on ne le faisait jusqu'à maintenant ». Marc-Olivier Padis. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire comme élément de contexte que Nicole n'a pas présenté. Il y a le fait que l'Europe est sous la pression d'un contexte international qui peut l'aider à se réveiller, puisqu'on parlait de somnambule. C'est-à-dire quand on se fait insulter tweet après tweet par Trump, que Poutine roule des mécaniques sur les frontières, que la Chine affirme sa puissance, bon, tout d'un coup, on prend la dimension de ce qu'on peut attendre de l'Europe. Alors, ça suffit pas en soi, mais c'est quand même un élément de contexte très important. Après, moi, pour discuter juste un point avec Nicole, moi, je ne crois pas qu'on puisse dire les peuples européens ressentent ceci, voient l'Europe comme ça, etc. On est confronté en Europe moins au déficit démocratique qu'à des contradictions des visions nationales. C'est-à-dire que les pays européens, les peuples européens n'ont pas les mêmes visions de l'Europe. Aujourd'hui, pourquoi les Italiens sont-ils fâchés contre l'Europe ? C'est pas parce que c'est pas pour des raisons économiques, c'est les réfugiés leur problème. Ce qui n'est absolument pas le problème ni des Polonais ni des Néerlandais qui ont d'autres problèmes. Les Polonais, par exemple, sont à 88%, il y a eu un sondage récemment, pour l'Europe.
Ce qui les inquiète, c'est quand on parle du couple franco-allemand. Alors, c'est là que les décalages de vision sont très importants. Et nous, évidemment, on a un biais d'observation qui est fort parce que on se dit, voilà, il faut que la France propose. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron avec Aix-la-Chapelle. L'Europe fonctionne quand le moteur franco-allemand fonctionne. Oui, mais alors, vu de Pologne, justement, c'est ça qui inquiète. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas d'une Europe pilotée par un couple franco-allemand. Parce que leur position, mais qui est aussi celle des Italiens, celle des Espagnols, celle de beaucoup d'autres pays, c'est de dire, mais si l'Europe, elle est franco-allemande, nous, qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi notre place? C'est quoi notre apport? Et pareil pour la zone euro. Renforcement de la zone euro. Bon, l'Allemagne n'en veut pas parce qu'elle craint des transferts et elle veut une discipline des membres de la zone euro et elle a peur de tout ce qui pourrait faire relâcher cette discipline. Mais ceux qui sont en dehors de la zone euro veulent pas non plus un renforcement de la zone euro parce qu'ils veulent pas jouer en deuxième division. Et l'Allemagne, c'est un pays qui est placé géographiquement de façon très centrale en Europe. Et Béatrice ne me contredira pas quand je dis que la géographie pèse beaucoup dans les choix politiques. L'Allemagne est particulièrement soucieuse justement d'équilibrer les relations. Donc elle dit effectivement, Emmanuel Macron prend beaucoup la lumière en Allemagne. Il est très populaire. Il a reçu ce prix à Aix-la-Chapelle. Il a fait un discours que moi j'ai trouvé très intéressant à regarder. Il a été très applaudi, mais ça ne veut pas dire que les Allemands veulent le suivre sur ces sujets-là, et l'Allemagne est plus préoccupée de l'unité européenne que du couple franco-allemand. Nicole Lisoto. Juste un mot sur les peuples européens. Moi, je crois que, bien sûr, Marc-Olivier Palis a raison, chacun a son histoire, ses préoccupations, etc. Mais quand même, ce qui est frappant, c'est l'espèce de dichotomie entre les sondages qui sont extrêmement positifs sur l'Union européenne et le comportement électoral des Européens qui, lui, est extrêmement négatif. Dans tous les eurobaromètres, on s'aperçoit que la confiance dans l'Union européenne a considérablement augmenté depuis 2 ans, que l'image de l'Union européenne est positive à 40%, elle ne l'était qu'à 34% en 2015. Donc, que tous les Européens parlent comme première priorité dans tous les sondages les réfugiés, alors qu'ils n'en ont pas tous. Mais quand on regarde le comportement électoral, il est négatif en Italie, en Autriche, etc. Et c'est ça, la difficulté. Je vous remercie, l'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais ouvrir en remerciant évidemment nos donateurs qui peuvent continuer soit à s'abonner, soit à être donateurs. Je remercie notamment ceux qui usent de la faculté que nous avons créée de nous soutenir en Bitcoin, car on nous soutient aussi en Bitcoin. Je donne aussi des nouvelles de Michaela Wiegel qui, dans l'absence, inquiète ou attriste un certain nombre de nos auditeurs. J'ai reçu la preuve, si j'ose dire, des raisons de cette absence, puisque Michaela a été retirée pour publier un livre qui vient de sortir aux éditions Europa Verlag et qui s'intitule Emmanuel Macron, ein Visionär für Europa, eine Herausforderung für Deutschland, ce qui doit vouloir dire à peu près un visionnaire pour l'Europe et un défi pour un défi pour l'Allemagne. Et je voudrais aussi donc rappeler que, devenue ministre l'année dernière, une éditrice, Françoise Nyssen, a décidé que la biographie de Charles Maurras serait retirée du volume annuel des commémorations nationales, ce qui a provoqué d'ailleurs la démission de Jean-Noël Jeannet. C'est à peu près le cachet succinct que je ne saurais voir. Et c'est aussi surtout très inquiétant, d'abord qu'une éditrice puisse faire une chose pareille, et ensuite, c'est très inquiétant que la rumeur suffise à renverser ou à imposer des décisions de cette nature. La réponse est venue de l'édition, puisque les éditions Bouquins publient un volume consacré à Charles Maurras, qui est préfacé par Jean-Christophe Buisson et qui a été annoté par Martin Motte. Le volume est discuté. Il y a eu un article d'Antoine Compagnon dans Le Monde qui discute les choix qui ont été faits. Il y a d'ailleurs la poésie de Maurras qui devrait pas porter à beaucoup de contestations, en tout cas de bagarres, et qui est quelquefois en effet très charmante. Mais en tout cas, ce qui est positif et indiscutablement, me semble-t-il, positif grâce à ce volume, c'est qu'enfin, on peut discuter, on peut lire, on peut contester l'édition, on peut... aucune des horreurs de Maurras, il n'en était pas avare, est absente de ce livre. Alors, les textes politiques sont moins la poésie, les textes politiques, je suis d'accord. Mais les textes politiques sont en effet... On peut liser des poèmes de Maurras. Oui, quelquefois...
N'en dites pas davantage, Jean-Louis. Je préfère donc, c'est aux éditions Bouquin et ça s'appelle Maurras. Marc-Olivier Padis. Alors, moi, je vais passer à toute autre chose. J'ai lu cette semaine avec beaucoup d'intérêt un livre consacré au rocardisme, écrit par Alain Bergougnoux, qui est un grand historien du socialisme français, et Jean-François Merle, aux éditions du Seuil. Donc, c'est une biographie, c'est pas une biographie de Michel Rocard, même si on suit l'ensemble de son parcours, sa formation, ses premières années, son travail ministériel, sa réflexion, mais c'est un travail historique sur y a-t-il une doctrine rocardienne qui met en particulier en avant le fait sur lequel il faudrait continuer à réfléchir aujourd'hui, que pour transformer un pays profondément, il faut mener des réformes lentes, concertées, et qui ne passent pas nécessairement par une multiplication de lois expéditives, mais plutôt des transformations qui accompagnent la société elle-même. Béatrice Gibelin. Moi, je vais parler du livre d'une personnalité amie et qui m'est chère, Yves Lacoste, qui sort ses mémoires dans Aventure d'un géographe. Et c'est un livre extrêmement touchant et qui montre bien la liberté de penser, la liberté d'individu que représente Lacoste. Il a beaucoup fait pour développer la géopolitique en France et la réflexion. Il a créé Hérodote. Il a créé Hérodote, c'est ce que j'allais dire, et il m'a fait l'immense honneur de m'en confier la direction déjà il y a 10 ans. Et c'est retracé à la fois sa naissance au Maroc, ce que a représenté ses premières années au Maroc. Son père était géologue. Oui. Et ensuite, comment en fait il est tout ce qu'il est profondément géographe. Et il y a vraiment des récits qu'il faut relire. L'enfance, où il trotte derrière son père, comme ça, c'est à la fois une très jolie relation père-fils, et en même temps, on comprend la naissance de la vocation de Lacoste. Nicole Liesotto. Alors moi, au départ, je voulais vous parler d'un écrivain que je viens de découvrir à ma grande honte, qui est Emmanuel Bove, et un roman Le Piège qui est exceptionnel. Il est redécouvert tous les 10 ans. Il se trouve que j'ai aussi vu une pièce de théâtre, et je vais plutôt parler de cette pièce de théâtre et garder Emmanuel Bove pour une autre fois, parce que je voudrais vraiment vous conseiller d'y aller. C'est une pièce sur les relations père-fils. C'est la pièce qui s'appelle donc Le Fils de Florian Zeller à la Comédie des Champs-Élysées, qui se joue jusqu'en juillet de cette année. Alors, j'ai pas été époustouflée par la mise en scène, j'ai pas été époustouflée par Yvan Attal qui joue le rôle du père. Mais le beau jeune homme vous a beaucoup plu. Mais c'est pas un beau jeune homme, non. Rod, ce comédien Rod Parado, qui a eu d'ailleurs le prix en 2016 à Cannes, le prix du meilleur espoir masculin pour le film La Tête Haute avec Catherine Deneuve, il est absolument extraordinaire dans le rôle d'un adolescent qui tout simplement n'a pas envie de vivre. Et les relations père-fils, c'est un texte, je trouve le texte de Florian Zeller dur, dérangeant, déroutant, et l'interprétation de Rod Parado vraiment mérite qu'on aille la voir. Je garde de Conrart le silence prudent et je passe la parole à Jean-Louis Bourlange. Oui, je voulais saluer le fait que Madame Duflot avait décidé d'arrêter la politique et de rejoindre Oxfam. Vous avez pleuré pendant 3 jours. Juste au moment où Oxfam sort une analyse qui me paraît conforter l'engagement de Duflot, puisque c'est une ânerie absolue sur le plan économique. Oxfam produit une étude disant que l'augmentation de la part des dividendes distribués par rapport aux dividendes réinvestis, par rapport aux bénéfices réinvestis, était le signe d'une détérioration profonde des rapports de la situation des salariés. Je crois que c'est une erreur économique évidente, élémentaire. Le partage de la valeur ajoutée, c'est ça qui compte, et il se fait par, d'un côté, les salaires, et de l'autre côté, les bénéfices qui sont soit distribués, soit réinvestis. Et le choix entre le réinvestissement ou la distribution, c'est simplement un choix entre remettre de l'argent dans l'entreprise ou donner aux actionnaires la possibilité de le mettre dans d'autres entreprises, ce qui est conforme, puisque évidemment un actionnaire, c'est celui qui engage son capital, et c'est évidemment quelque chose qui correspond à une logique économique. Il y a des entreprises qui n'ont pas besoin d'investir, d'autres qui ont besoin d'investir, et quand on distribue ces dividendes, on le fait ainsi. Donc, il faudrait arrêter en France de se poser des problèmes économiquement, techniquement absurdes si on veut faire une vraie politique sociale. Merci Jean-Louis Bourlange. Cette émission a été préparée
avec Valentin Petit et Alicia Daucher. C'est Nicolas Tourneau qui se charge de notre site. Maxime Olivier et Thibaut Delage sont aux manettes de l'enregistrement pour le studio L'Arrière-Boutique. Julien Neuville et Nouvelles Écoutes pour la production. J'espère vous retrouver la semaine prochaine et en attendant, nous vous enverrons ce dimanche notre lettre d'information. À la semaine prochaine.